On enchaîne? Allez, je vous propose de passer à la dernière session. C'est la session essentielle pour se dire ensemble ce qu'on a envie de faire pour aller plus loin et en tout cas pour identifier les services, les besoins, pour mieux accompagner les acteurs sur le terrain. On a en parlé toute la matinée des besoins. Maintenant, il faut parler des solutions. Comment on fait pour avancer tous ensemble? Et donc, on va aller à l'étranger voir Monsieur Carrier, Sébastien Carrier, qui est coordonnateur santé connectée, la direction des ressources informationnelles du CHU de Québec et à l'Université de Laval. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Carrier? Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que vous nous avez rejoint à 3 heures du matin ou en cours de matinée? Ouais, ben à l'heure de Québec, j'étais branché autour de 4h15 du matin pour écouter les super présentations là, qui a eu lieu là, avant moi. C'était génial. Là. Bravo à tout le monde. Ça, c'est de la motivation. Merci, merci vraiment d'être là. Alors, de quelle façon est structuré le Québec en matière de télésanté? Si vous avez préparé des petits supports pour nous aider à comprendre. Oui, mais effectivement, pour faciliter peut-être la présentation, puis peut-être pour excuser peut-être mon accent québécois, s'il y a des thèmes que vous comprenez moins ou non, ben je me suis permis de proposer des slides pour vous démontrer un peu qu'est-ce qui se passe du côté du Québec. Donc, j'ai pas le contrôle des slides, mais je pense que Cécile, tu vas m'aider à les tourner où il y a un animateur derrière. Donc, pour commencer, je voudrais prendre quelques instants, environ une minute, pour vous présenter la gouvernance de la télésanté au Québec, qui est les prochaines slides. On pourrait peut-être les tourner. Parfait, merci. Puis on pourrait aller à la suivante également. Donc, pour votre gouverne, en 2003, il y a eu la création de réseaux universitaires intégrés de santé et des services sociaux qu'on appelle avec l'acronyme RUIS, qui sont rattachés à 4 facultés de médecine au Québec. Donc, on a 4 universités dans la province de Québec qui pratiquent la médecine, donc l'Université Laval, McGill, qui est une université anglophone, l'Université de Montréal de Sherbrooke. Donc, ils ont été créés pour favoriser la concentration et la complémentarité de l'intégration des missions de soins, évidemment, puis de l'enseignement et de la recherche, qui est fondamental, évidemment, pour l'université. La prochaine slide, je vous ai partagé une cartographie de comment le Québec est divisé par rapport au territoire. Donc, on peut retrouver le côté Ruisse-Laval, qui est de mon côté comme coordination, qui est toute la section qui est en rouge. Évidemment, Montréal, qui est représenté en vert. Montréal est aussi le sud du Québec, donc ce n'est pas seulement que l'île de Montréal, mais évidemment le sud de la province de Québec, avec évidemment le volet pour McGill avec le Grand Nord, avec beaucoup d'enjeux, parce que le Québec est un très, très grand territoire, comme vous le savez, et non occupé à 100%. Donc, il y a des enjeux de distanciation entre les régions, les établissements de santé et même d'un point de vue technologique, là, parce que dans le Grand Nord, il y a des animaux qui mangent des fibres optiques qui brisent des liens d'intercom. Par la suite, à la prochaine slide, une fois que les RUIS ont été créés, le ministère en 2009 a créé, le ministère de la Santé au Québec a créé des centres de coordination en télésanté, donc le terme CCT. Donc, à laquelle j'en suis un des coordonnateurs avec mes 3 autres coordonnatrices collègues au niveau de la santé. Chacun des CCT ils ont été attachés, dans le fond, aux universités de Laval, McGill, Sherbrooke et évidemment de McGill, pour vraiment créer une synergie au niveau territorial par rapport aux responsabilités qu'on a en termes de télésanté. Donc, les centres de coordination en télésanté versus les RUIS, on commence à avoir un rapprochement avec les missions et les enjeux. Concernant la gouverne, bien évidemment, gouverne de la télésanté au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils sont évidemment les porteurs de la vision et des décisions provinciales, dont ils sont représentés par deux coordonnatrices cliniques et technologiques. Donc, très important que, d'un point de vue de la gouverne de télésanté au Québec, le besoin clinique émerge par les secteurs cliniques et la technologie vient en soutien pour le déploiement des besoins en télésanté pour le volet clinique. Évidemment, dans les 4 centres, on a les coordonnateurs, évidemment, coordonnatrices. Et puis, des éléments très importants, des joueurs très importants dans la télésanté au Québec, dans chacune des organisations de santé. Nous avons 34 organisations de santé, des grands centres à lesquels on retrouve 2 pilotes, donc des pilotes cliniques et technologiques qui jouent un rôle très important localement dans leurs organisations.
Et d'un point de vue visuel, bien, vous voyez la gouvernance visuellement de la télésanté au Québec, donc le ministère qui est en haut, donc les M3S, avec le centre d'expertise en télésanté, donc les coordonnateurs en télésanté, et les organisations avec lesquelles nous avons des pilotes cliniques et nous mettons en branle toutes les activités de télésanté au Québec, autant locaux, donc dans nos régions très, très proches, suprarégionaux, donc dans nos RUIS, dans nos réseaux universitaires et évidemment à l'échelle provinciale. Par la suite, bon, la situation au Québec en matière de téléconsultation avec la pandémie, je pense que tous les pays au monde ont été principalement frappés de façon assez sévèrement pour différentes choses. La télésanté, avant le COVID, on avait les continuités de services qui étaient toujours en cours. Donc, tout ce qui était téléthrombolyse, télépathologie, consultation des plaies complexes, etc., les secteurs cliniques ou les services cliniques étaient toujours en opération. Avant le COVID, pour la télésanté, par contre, il faut être très transparent avec vous, la télésanté n'a jamais été considérée comme une priorité organisationnelle. La gouvernance ministérielle, donc la gouverne que le ministère a établie, n'était pas déployée à son plein potentiel dans les organisations. La télésanté n'a pas intégré nécessairement dans les processus cliniques existants. Donc, ce matin, j'entendais aussi qu'il y avait ce volet-là du côté de la France. Le manque de littératie, manque de temps pour les pratiquants pour qu'ils puissent apprendre en le les outils appropriés. Les usagers ou les patients étaient peu familiarisés avec les technologies offertes. Évidemment, c'est tout un défi. Puis le modèle de rémunération en télésanté qui était non défini entre le ministère et les différentes fédérations des médecins, à savoir comment que les actes allaient être rémunérés et payés. Bref, la télésanté est une perception un peu vieillotte, un peu catchy, peu à la mode à cause peut-être du terme et autres. C'était la situation avant le COVID. Et alors, du coup, quel a été l'impact de la crise justement sur les organisations et puis quels besoins vous avez vu renaître? Oui, bien effectivement. Donc, le 13 mars 2020, première vague, il y a beaucoup de situations au Québec qui fait que la maîtrise de la gestion de la COVID dans le milieu de soins était peu connue. Beaucoup de monde, c'était du SRR. On ne comprenait pas les impacts du point de vue de la COVID. Manque de matériel, manque de protection au niveau des soignants qui avait un impact sur les soins. Personnel soignant insuffisant dans les secteurs à soins à haut risque. Donc, on sait que la clientèle âgée sont plus à risque que la clientèle plus jeune, donc manque de personnel insuffisant. Mouvement de personnel qui sont testés COVID positifs, mais qui ne le savaient pas, qui étaient déplacés dans différentes zones vertes ou rouges pour manque de personnel. Donc, le personnel était passé d'un secteur à un autre, prêté d'un secteur à un autre. Donc, ils pouvaient être porteurs du COVID sans même qu'ils le sachent pour aller propager dans le fond le COVID chez les patients qui étaient à risque. C'est une des raisons pourquoi on avait un taux de décès très élevé dans les centres d'hébergement pour personnes âgées au Québec. Mi-septembre, la deuxième vague frappe. On la voit de point de vue mondialement. Bon, donc, on voit qu'il y a une forte amélioration de la gestion en milieu de santé. Donc, dans le milieu de santé, il y a une meilleure organisation des soins qui implique de plus en plus la télésanté. La première vague, la télésanté est arrivée, mais la deuxième vague a mis encore plus en valeur la télésanté, la téléconsultation. Par contre, personnel soignant épuisé, il y en a qui ont quitté pour la retraite, il y en a qui ont quitté pour le secteur privé, il y en a qui ont quitté tout simplement en arrêt de travail par fatigue parce que la vague 1 leur a demandé énormément d'efforts. Recrudescence des tests de dépistage chez les citoyens qui encouragent, qui engagent dans le fond les lignes de service des laboratoires. Donc, l'impact qu'on a, c'est les résultats techniques arrivent beaucoup plus tard. Donc, au Québec, si un enfant, une personne qui est testée, ne peut pas se rendre à l'école, ne peut pas aller travailler, il doit rester à la maison pendant un certain temps. Donc, ça a des gros impacts d'un point de vue sociaux et même socio-économique du côté du Québec. Par contre, la grosse force qu'il y a eu au Québec, on a vu une agilité et une proactivité remarquée dans les organisations de santé faisant face à la crise. On a vu que les gestionnaires, les employés, les pratiquants de soins ont vraiment énormément serré les coudes pour ça. Puis évidemment, la téléconsultation a pris énormément plus d'ampleur dans le secteur de la santé. Alors, quand on avait échangé au cours de notre interview, Oui. vous aviez évoqué ces dynamiques naissantes qui faisaient écho donc aux besoins en France. Est-ce que vous pouvez maintenant les développer? Oui, totalement. Lorsque la COVID est arrivée, comme je vous ai montré en entrevue, il y avait 4 centres de coordination télésanté. Qu'est-ce qui était mis en place, c'est que
quand on a eu la crise, pour s'assurer qu'on puisse accompagner les établissements de santé dans le domaine de la télésanté, de la téléconsultation, on a mis en place des statutaires provinciaux qui sont bi-hebdomadaires avec l'ensemble des pilotes techniques et cliniques des organisations, les centres de coordination, le ministère de la Santé qui était présent évidemment à ces séances-là. Ces séances-là permettaient de communiquer et faire des suivis importants concernant les orientations, les décisions du ministère, que ce soit du point de vue clinique et technologique. On pouvait partager les bons coups, les initiatives d'impact réalisées par les organisations de santé pour éviter qu'on recommence, mais qu'on s'inspire de ce qu'on a vu des autres organisations. Publication de bulletins de télésanté. Donc, le ministère informait beaucoup le secteur de la santé avec des décisions, des orientations et autres. C'était très important et très apprécié. Mise en ligne des outils de gestion de documentaire. Donc, au lieu de que tout le monde pouvait produire de la documentation sur des bonnes pratiques et autres, on a mis au central certains guides, certaines méthodes, certaines pratiques. Partage d'indicateurs d'utilisation des outils de téléconsultation, c'est assez évident. Puis évidemment, l'actualisation des bonnes pratiques, là, que ce soit les processus, le consentement avec le patient, comment bien identifier le patient, comment être sécuritaire dans les prestations de soins, dans un contexte évidemment toujours de téléconsultation. Ça nous a permis de voir une émergence de la culture de communauté de pratique et de collaboration qu'avant qu'on n'avait pas. Donc, la province de Québec se sont serrés les coudes avec les centres de coordination. Par la suite, la prochaine acétate qu'on pourrait voir, que vous avez, excusez-moi, parce que je suis sur un autre écran, désolé, mise à contribution de l'ensemble des experts provinciaux en télésanté à la situation du COVID. Donc, ça a permis de faire quoi? Mettre en place des comités de veille technologique, veille clinique également pour les secteurs cliniques, développement de guides pédagogiques, d'outils pédagogiques pour accompagner le professionnel, pour accompagner le citoyen, comme j'ai pu voir tantôt sur votre portail avec les fiches que vous avez mis en œuvre. Évidemment, parce que les modalités de télésanté ou les informations, les outils numériques sont peu connus par les professionnels et par les citoyens partenaires ou par les patients. Formation, des webinaires ont été développés et partagés, facilitant l'auto-apprentissage des outils de téléconsultation. On a mis en ligne rapidement un site qui est accessible, télésanté.québec, qui était un premier portail pour qu'on puisse mettre plein d'informations pour les professionnels, plein d'informations pour les citoyens, qui va y avoir une version 2 qui va être mise en ligne sous peu avec une autre structure et une autre proposition de contenu. Par la bande, qu'est-ce qu'on a pu ressentir? C'est une émergence de culture de gestion matricielle, c'est-à-dire que on a mis en force, en synergie, les compétences et les savoirs, peu importe dans quel secteur des centres de coordination étaient impliqués où la personne avait la connaissance ou le savoir pour mettre en force des unités pour qu'ils puissent aller en avant pour mettre en œuvre tout ce que vous pouvez voir là, présentement, qu'est-ce que je vous présente. Donc, on a fait tomber des murs pour qu'on sorte de nos centres de coordination, pour qu'on ait travaillé avec les autres, pour qu'on puisse créer des unités de performance et de crise. L'autre dimension qu'on a faite aussi, c'est l'actualisation, le déploiement de la téléconsultation dans divers services. Donc, tout ce qui était infirmière praticienne en oncologie, c'était des infirmières praticiennes en spécialité, donc on appelle au Québec les IPS, en pharmacie, les pharmaciens d'établissements de santé, les citoyens vulnérables, évidemment. Donc, on a accentué les services pour les citoyens vulnérables. Donc, au Québec, on appelle ça les CHSLD, donc les centres d'hébergement, les résidences privées pour aînés, les RPA. On a aussi retravaillé la dimension de télécomparution. Donc, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé ont travaillé de front ensemble pour actualiser comment on pouvait faire comparaître des citoyens face à la justice au Québec pour éviter, évidemment, pour respecter la distanciation, pour éviter que les gens se rendent dans les palais de justice qu'on a ici au Québec. Et tout secteur clinique ou tout professionnel qui ont vu une opportunité d'utiliser la modalité de la téléconsultation, ils ont pris le lead, ils ont pris l'initiative d'avancer parce qu'on croit souvent que c'est lié aux médecins, mais comme on a vu avec votre présentation tantôt, ça peut être des infirmières, des diététistes, des ergologues, des psychiatres, des psychologues qui ont pu utiliser cette modalité-là. Puis évidemment, le déploiement technologique. Donc, au Québec, on a déployé Zoom, React, Teams, des tablettes. Puis un grand succès qu'on a eu, c'est qu'on a été capable d'avoir des courriels organisationnels pour les médecins et les résidents permettant de les intégrer dans Microsoft Teams. Donc, en fait, animation de vos communautés, rassemblement. Alors, j'ai bien retenu cette idée, là, des réunions régulières
montantes descendantes sur les informations, site d'information unique, ressources pédagogiques, et puis des outils déployés et accompagnés également. Donc, évidemment, une harmonie aussi des solutions utilisées, dans les solutions utilisées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, comme l'a fait Luc tout à l'heure, votre intérêt aussi pour les coopérations internationales pour… Bien, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je pense que les opportunités sont devant nous. Sont devant nous afin de discuter et de partager sur différents axes. Je pense que la gouverne de la télésanté, c'est quelque chose qui mérite d'être actualisé avec l'existence de la COVID parce que la priorisation maintenant est vraiment la télésanté devient une priorité dans les organisations de santé. Les types de pratiques, les services cliniques existants développés ou actualisés encore une fois. Les initiatives à valeur ajoutée, parfois, sont petites, mais ils ont un grand impact pour les citoyens, les professionnels, les organisations. Évidemment, identifier les bons indicateurs qui sont pertinents à la téléconsultation. C'est important de les mesurer, de les comprendre, de les interpréter et de réagir avec les indicateurs. Poursuivre les bonnes pratiques, tout dépendant des ajustements qu'on peut avoir. Adresser les enjeux puis les propositions qui touchent le clinique, les organisations, le volet socio-éthique, le volet professionnel et légaux et réglementaires et technologiques. Très important de les adresser puis de trouver des propositions pour contrebalancer ces enjeux-là. Identifier les bénéfices et inconvénients observés. Je pense que les leçons apprises dans le contexte de la COVID nous permettent d'avancer comme partie prenante dans la télésanté, la téléconsultation. Puis évidemment, identifier les facteurs facilitants et contraignants. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de documentation qui se produit. Il y a beaucoup de choses que du côté de la France, vous faites. Dans d'autres pays, ça se fait. C'est fort apprécié. Puis au Canada aussi, là, ça se fait bien. Mot de la fin, je vais vous partager en fait une vision, quelque chose qu'on a fait du côté du Québec. Donc, du côté du Québec, du côté du CHU de Québec, avec notre PDG du CHU de Québec et l'équipe de Centre de coordination de télésanté, on a fait une proposition de carte routière en télésanté et on s'est défini une vision. La vision, c'est pérenniser, institutionnaliser nos guides afin d'aller plus loin en maximisant l'accès aux soins en télésanté. Dans le cas du COVID, il y a beaucoup d'organisations qui ont fait du all-in, qui ont fait beaucoup d'investissements en télésanté, mais qu'on sent que c'est du temporaire. Dans ce contexte-là de la pandémie, il faut s'assurer de pérenniser tout ça et que les institutions, les organisations maintiennent ces engagements-là pour maximiser l'accès aux soins grâce à la télésanté, que ce soit pour les professionnels, les citoyens, les partenaires citoyens, etc. Puis évidemment, je vous laisse peut-être sur une autre réflexion, donc prendre un peu de recul. Donc, j'en ai parlé un peu précédemment, mais quels sont les enjeux de téléconsultation dans les établissements, dans tous les milieux confondus, en fonction de ces enjeux, c'est quoi les propositions et les actions qu'on peut entreprendre, les bénéfices et inconvénients qu'on a observés pour grandir et aller de l'avant, puis quels sont les facteurs qui facilitent, puis évidemment qui sont contraignants, à lesquels on doit trouver le moyen de dénouer. Donc, ça fait un topo rapide du contexte télésanté en quelques minutes au Québec ici. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je retiens bien cette idée de carte routière, voilà, une guide des pratiques, donner accès aux professionnels, des informations montantes, descendantes. Enfin, c'est des choses dont on a vraiment besoin. Est-ce que certains d'entre vous, puisque voilà, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde, est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir à ce qui a été dit par le Québec? On peut prendre un ou deux commentaires de vive voix avant de passer à la France. Est-ce que voilà, certains ont envie de prendre la parole? On peut s'autoriser une prise de parole en réaction sur le Québec par rapport à l'écart avec la France. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne peux pas voir les doigts se lever. Je vois les micros coupés. Monsieur Orsatelli, peut-être, vous qui avez aussi une culture transfrontalière. Non? Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la vidéo que nous avons préparée. Julien, est-ce que tu veux… on la lance maintenant? Ouais, et comme ça, peut-être, ça va susciter des réactions. Je remercie aux personnes qui sont présentes d'ouvrir leur caméra si c'est possible. Ça sera plus agréable pour ce temps de discussion. Il y a beaucoup de caméras qui sont fermées. Alors, je sais que c'est bien de pouvoir écouter d'une oreille, mais si on pouvait se voir, ce serait mieux.
Donc voilà une petite vidéo qui a pour objectif aussi d'amorcer notre débat. Merci à ceux d'entre vous qui ont fait l'effort d'allumer leur caméra. Je suis sûre que d'autres personnes peuvent le faire. Je vais me tourner vers Julien. Julien Julien Larfouillou, pardon, qui est directeur projet e-santé au CATEL. Qui porte des axes de développement de services auprès de notre communauté d'adhérents, une communauté pluridisciplinaire. Donc, Julien, dans la vidéo, on fait le constat que le marché de la santé numérique s'appuie sur une offre mature. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et puis détailler un petit peu l'idée? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, on s'est bien préparé avec Sébastien Carrier et qui évoquait de prendre du recul, et c'est tout l'objet de cette vidéo et de l'échange, et de prendre du recul ou de la hauteur sur le marché, d'une certaine manière, de la santé numérique. Et force est de constater, en reculant un petit peu la vision des choses au-delà de ce qui se passe avec la période Covid, on repère évidemment que le marché de la santé numérique, eh bien, il a franchi d'une certaine manière un gap, c'est-à-dire que globalement, la période d'introduction des nouvelles technologies pour les professionnels de santé, elle est largement enclenchée. Les nombreuses innovations ont également franchi l'étape du prototypage et de l'expérimentation qui ont permis de démontrer évidemment leur pertinence, quoi. Donc c'est vrai que plus spécifiquement, les solutions de télémédecine, elles ont su démontrer leur utilité aux professionnels de santé et aux patients pendant la période Covid. Donc, ainsi, ce qu'appelle le cabinet Gartner en marketing, on va dire stratégique, c'est que le pic des espoirs démesurés qui était suscité par ces nouvelles techno, eh bien, il a été largement franchi. Et le trou de la désillusion, l'époque naturelle où on est très critique sur ces solutions techno, eh bien, finalement, il a été balayé par la pertinence du recours aux solutions de téléconsultation, quoi. Donc aujourd'hui, personne, d'une certaine manière, peut nier les gains apportés par ces outils pour les patients et pour les soignants. Voilà pour une vision très, très rapide, mais qui essaie de donner de la hauteur sur, d'une certaine manière, l'offre en santé numérique. Alors du coup, offre mature, est-ce que c'est égal à marché mature? Est-ce qu'il y a encore des obstacles à franchir? Oui, alors évidemment qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Je viens de porter uniquement une analyse très très rapide sur l'offre. Effectivement, beaucoup a été fait pour stimuler, accompagner, rendre qualitative l'offre en santé numérique. On ne peut que saluer également l'initiative du ministère des Solidarités et de la Santé à travers le lancement de Genius, qui est le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, qui a le mérite aussi de structurer la vision réglementaire pour soutenir les innovateurs. Mais effectivement, on est bien là dans l'accompagnement d'une offre, et le défi à surmonter maintenant reste encore, et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, évidemment, sur le sujet de la demande et les utilisateurs que sont les professionnels de santé et les patients. On a beaucoup soutenu l'offre. Maintenant, accompagnons la demande. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus à partir du schéma? Là, tu voulais développer certains points. Oui, l'idée, là, effectivement, est de se dire que côté maturité des technologies, on l'évoquait tout à l'heure, le fameux trou de la désillusion où voilà, on questionnait, on remettait en question les solutions, eh bien, il a été d'une certaine manière assez bien franchi avec cette période du Covid. Il reste évidemment d'autres domaines que la téléconsultation pour démontrer cela, mais entre guillemets, on est en train de le franchir. Mais du côté plutôt de l'adoption, c'est-à-dire des utilisateurs, professionnels de santé, établissements de santé, les collectivités locales également, mais aussi les patients, il reste encore un gap à franchir entre les visionnaires qui sont un peu technophiles et les pragmatiques qui attendent encore de voir si des solutions matures émergent sur le terrain, en tout cas des leaders sur le marché interviennent pour faire leur choix. Et également ce qu'on appelle les pragmatiques qui lancent le marché de masse au niveau de la demande d'une certaine manière. Ils ont besoin de ça, de leaders technologiques sur le marché qui sont robustes, mais aussi de conseils et d'une certaine manière de prescripteurs pour pouvoir s'engager dans l'investissement de telles solutions. Et du côté des professionnels de santé, on l'a évoqué évidemment rapidement tout à l'heure, mais les conseils de ces pairs, des retours d'expérience sur les bonnes pratiques et les bons usages de solutions en santé numérique est évidemment un exemple particulièrement criant. Et j'ai noté tout à l'heure, je crois que c'est monsieur Gillet qui évoquait au sein de la CEPAM 80
les premières questions qui arrivent des professionnels de santé, c'est, je le cite, j'utilise quoi comme outil? J'utilise quoi comme outil, il sera forcément associé à des échanges et des retours de bonnes pratiques entre pairs. C'est sûr que ce sont des problématiques intéressantes, on en a parlé tout au long de la matinée. Mais alors, quelles sont les solutions possibles? Puisque là, on est sur voilà, de la théorie, comment on fait pour passer dans le concret, puisqu'on est sur la synthèse de la matinée maintenant. Ok. Donc effectivement, rajoutons que, en tout cas, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais que l'adoption, elle s'appuie donc sur des difficultés qui sont liées donc à l'adoption par les usagers, les acheteurs de ces solutions, mais aussi par les bénéficiaires, les patients et la population au sens large. Et donc, le soutien à la demande doit pouvoir répondre dans un premier temps, au moins aux points de douleur de ces acheteurs, les professionnels de santé. Et quels sont-ils? Eh bien, la nécessité de travailler sur des réponses ultra précises dédiées à leur métier. C'est ce que finalement vous faites à travers les collectifs, c'est que vous segmentez fortement les métiers pour leur apporter des réponses effectivement adaptées à leurs préoccupations. Évangéliser, dire que la téléconsultation c'est bien pour tous les soignants, ça ne marchera évidemment pas. Il faut pouvoir démontrer la valeur à travers les différents métiers. Chercher à valoriser les expériences des précurseurs. Alors, effectivement, tout à l'heure, dans cette fameuse courbe que tu as projetée, on parlait de visionnaires, on peut parler de précurseurs, mais les expériences, elles sont forcément réussies. Quoi qu'il arrive, on en apprend quelque chose. Et il est important que les nouveaux, les pragmatiques, ne tombent pas dans les mêmes travers dans lesquels sont tombés les visionnaires. Il faut un endroit de partage centralisé pour partager ces bonnes pratiques. Le Québec l'a évoqué à travers sa plateforme, d'ailleurs. Quel partage de bonnes pratiques entre pairs. Enfin, troisième point, c'est soutenir la montée en compétences des nouveaux acheteurs. Alors, c'est bien de se dire qu'on acquiert une solution, mais il ne faut pas se retrouver comme une poule avec un couteau. Il faut accompagner, apprendre à se servir de cette solution et les pratiques doivent s'adapter évidemment à ce nouvel outil qui est un complément évidemment à la pratique. Donc voilà pour quelques illustrations, on va dire, des points de douleur qu'on évoquait dans la vidéo qui doivent être surmontés. On pourra d'ailleurs vous demander votre avis là tout à l'heure sur ces points de douleur. Est-ce qu'il existe des réponses aujourd'hui concrètement? Alors, on n'était pas très loin tout à l'heure dans le 80, mais bon, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Je n'en ai pas très loin, hein, je connais ma géographie quand même. On est pas, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des réponses aujourd'hui, forcément, mais elles sont en pièces détachées. Et les propos tout à l'heure de dire je commence par où, je prends quoi comme outil, et finalement l'éclairage, même malgré les initiatives qu'il y a, on ne sait pas comment se repérer. Il n'y a pas de boussole magique qui intègre effectivement l'ensemble des réponses qu'on évoquait tout à l'heure au point de douleur, quoi. Et c'est globalement sur ce constat-là, de se dire qu'il n'y a pas de bonne réponse centralisée et transversale qu'on a souhaité de lancer, en tout cas travailler sur le lancement d'une plateforme de services qui aura cet objectif-là pour nous au CATL, qui est d'être la première plateforme de ressources qualifiée et partagée qui nous permettra de diffuser, former et accompagner les acteurs de l'e-santé. Donc, c'est un travail que l'on mène depuis quelques mois, évidemment, avec la collaboration de nos partenaires au sein de notre écosystème et sur lequel on aimerait encore, évidemment, s'appuyer sur des retours d'expérience pour la lancer en 2021. Voilà. Alors, du coup, est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir là sur ces besoins? Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est créer ces dynamiques avec vous, c'est que vous puissiez confirmer certains besoins, travailler, co-construire ensemble. C'est ça, hein, Julien, hein, puisqu'on incite les gens à nous rejoindre à la fin de la vidéo dans cette dynamique. C'est complètement… Ah, vas-y, Luc. Pardon. Je peux rapporter un rétexte justement sur ce problème, puisque quand nous avons commencé sur les plaies, c'était il y a 9 ans exactement, la télémédecine. Donc, la zone était encore moins défrichée. Et il nous a paru important au départ d'avoir des acteurs qui sont des facilitateurs. C'est-à-dire que, alors, on avait la chance de travailler en projet, on n'était pas répartis, diffusés sur un ensemble de territoires trop large. Donc, dans le projet, on avait quelqu'un qui était chargé de gérer ce gouffre dont tu parles et qui amenait un peu de sécurisation sur les connexions, la connectivité, le choix des outils, la facilitation de la peur du bouton vert et du bouton rouge.
Et je pense il faudrait y réfléchir. Je ne sais pas comment. On en a parlé en interne avec Pierre, avec Cécile, mais il y a peut-être là un axe à trouver pour les aider, au moins au début, à s'approprier certains outils. Est-ce que certains veulent réagir sur ce point-là, l'idée de l'accompagnement à l'appropriation des outils, les réponses des experts, ces points-là? Est-ce que ça répondrait à vos besoins? Voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à me tendre la main. C'est moins impressionnant qu'intervenir sur une estrade ou dans une salle. Dans certains cas, vous êtes chez vous. Oui, c'est peut-être pour ça, bon, sans caméra. Vous ne serez pas obligé de mettre votre caméra. En tout cas, on a vraiment besoin d'entendre si ça vous parle, que ce soit les idées, que ce soit les éléments de langage. Oui, Madeleine, je crois que… Oui, bonjour à tous. Donc, Madeleine Cavel, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sous l'angle de la coordination dont parlait Monsieur Théo tout à l'heure. Pour moi, cet aspect de formation aux usages et d'accompagnement aux usages fait partie intégrante de la coordination et fait la différence. C'est une brique parmi d'autres, parce que quand on parle des usages, il ne s'agit pas uniquement de se former en formation initiale en disant bon, bah, alors voilà comment ça s'utilise, voilà là où il faut cliquer, etc. Mais il y a des problèmes qui viennent en faisant et qui viennent à l'utilisation qu'on n'aurait pas soupçonné. Et c'est, il me semble, l'essence même de la coordination d'un projet de télémédecine, quel qu'il soit, non seulement d'accompagner les parties prenantes dans la gestion de ces problèmes et de ces risques, mais également de les colliger et de les anticiper pour la suite, voire de les intégrer dans l'outil numérique sous forme de drapeaux rouges, de pop-up, de changement des workflows, de façon à ce que, justement, on ne fasse pas que traiter cette information, mais qu'on l'utilise, on enrichisse nos pratiques de ces éventuels problèmes ou de ces éventuelles courbes d'apprentissage, parce que, comme vous disiez, nous, en téléradiologie, on l'a bien vu, la transition, elle s'est faite maintenant il y a 3-4 ans déjà, entre les premiers qui étaient les pionniers, qui étaient un peu plus geeks, qui savaient tous bidouiller leur ordinateur, qui savaient tous rebooter ne serait-ce qu'une boîte internet, jongler avec 3 téléphones, etc., vers des gens qui aujourd'hui se connectent et ont besoin de quelque chose complètement clé en main et qui savent absolument pas mettre à jour le navigateur de leur ordinateur. Donc, c'est une population complètement différente. Et c'est du coup une bascule extrêmement intéressante parce qu'on bascule vers des problématiques en fait d'ergonomie et un peu de nudging par le biais des outils numériques pour orienter vers des bonnes pratiques ou voilà, lever des petits drapeaux rouges de temps en temps. Julien, tu veux peut-être réagir là-dessus, cette question des outils simples au départ et puis finalement, va peut-être falloir qu'on s'équipe. Je le reformule un peu. Oui, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé par cette période un peu d'expérimentation où les solutions, elles arrivaient sur le marché, elles ont été intégrées par un certain nombre de précurseurs dans le domaine qui voyaient soit une valorisation, en tout cas un intérêt particulier sur la technologie, soit une opportunité d'accompagner différemment leurs patients. Et effectivement, le choc des simplicités dont on entendait largement parler il y a quelques temps de ça, il vient avec la maturité des outils et cette deuxième vague de solutions qui doit être plus intégrée, on va dire, à chaque métier, elle n'a pas encore émergé. C'est-à-dire les leaders efficaces sur le marché sont en train de la compétition est lancée d'une certaine manière et ne sont pas encore arrivés. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés, il y aura toujours ces freins de nos fameux pragmatiques, et d'autant plus s'ils restent trop généralistes. Et la question des nudges que vous évoquiez tout à l'heure sur comment inciter à pratiquer efficacement cela est sans doute une des clés aussi du succès de ces futures solutions, mais aussi dans le choix de la solution. Comment est-ce qu'on peut présenter, c'est un des travaux qu'on va mener au sein de cette plateforme, c'est comment présenter les bonnes solutions au bon métier et de rassurer efficacement le choix de la personne. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne plateforme, de bons outils aujourd'hui qui permettent de faire ce match entre j'ai un besoin, il y a des outils qui répondent à mes préoccupations de kiné,
de diététiciens et autres. Et je rajouterai un point qui a été entendu à plusieurs reprises dans les collectifs que j'anime là. C'est vraiment l'idée que même quand on a la solution et qu'on sait s'en servir, il y a quand même besoin d'y associer du personnel et des acteurs en local, donc d'avoir une certaine organisation autour de l'outil, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y a cette question de coordination autour de l'outil aussi qui est à mettre en œuvre. Et donc ça rebondit sur ce que disait Luc tout à l'heure, hein, cette besoin de tutoring quelque part, d'accompagnement au déploiement de l'outil, et elle rentre dans le cadre d'une organisation. Parfois c'est un petit peu compliqué. J'ai vu que M. Sébastien Carrier voulait prendre la parole. Ben oui, mais si vous me le permettez, j'aimerais ça peut-être complémenter avec les commentaires et les idées de partage. Actuellement, au Québec, on va initier une tentative de mettre en place un centre de soutien provincial pour la téléconsultation en ciblant des acteurs cliniques et certains produits d'affaires qu'on va mettre en disponibilité pour la clientèle citoyen et pour le professionnel également, simplement parce que il manque évidemment du personnel de soutien dans les organisations, il manque du personnel de soutien à les premières lignes, même si on a une culture de vouloir développer les compétences par les super utilisateurs de proximité de ceux et celles qui reçoivent des prestations de soins virtuelles, donc de la téléconsultation. Nonobstant ça, il va toujours manquer quand même dans certaines parties du Québec des bras, des têtes, des cerveaux, des gens intelligents qui vont pouvoir aider au soutien technologique des modalités, même s'ils sont super simples. Si les gens à la maison, ils ont une caméra, ils ont un clavier, ils ont un browser comme l'exemple qu'on a pour une mise à jour d'un browser, il y a des technologies qui évoluent, mais nécessairement, les technologies n'évoluent pas nécessairement dans les maisonnées parce que c'est pas tout le monde qui upgrade leur matériel s'ils n'utilisent pas des tablettes ou des téléphones mobiles ou des ordinateurs. Donc, on est en train d'initier un projet pilote pour voir comment ça peut soutenir la matière en soutien en télésanté au Québec. Puis on pourrait partager, par exemple, notre feedback là, dans les prochaines semaines, prochains mois là, avec vous, là, sans problème, là, pour partage d'expérience. Julien, tu veux… Excellente, en tout cas, excellente nouvelle de pouvoir en tout cas, faire de l'échange de partage d'expérience, parce que vraiment, c'est ce qui est vital à la réussite. Pour donner peut-être aussi plus de concret sur les axes que l'on va travailler, c'est à travers cette plateforme. Donc, il y a un axe effectivement sur les besoins de formation et la mise à disposition de formations adaptées et personnalisées. Il y a un axe particulier dédié à l'outil pour aider les établissements ou les collectivités locales à suivre, mettre en œuvre, piloter leur dynamique de télémédecine ou de santé numérique. La mise à disposition également d'outils d'information qualifiés favorisant l'appropriation de la santé numérique. Et puis enfin, cette fameuse croisée des chemins entre l'offre et la demande qui pose encore problème en fonction des besoins, sur lesquels nous allons travailler, que ça prenne la forme d'un référentiel ou d'une marketplace. En tout cas, il y a des sujets d'intérêt particulièrement importants pour trouver la solution de la rencontre de l'offre et de la demande. On l'a dit, beaucoup de choses sur l'offre, des référentiels, il y en a, mais des référentiels très qualifiés et adaptés au métier, je pose la question. Et du coup, l'idée, c'est de le faire nous. Voilà. Il y a même question sur les critères d'analyse. On a plein de données sur le nombre de téléconsultations. On a eu des données un peu plus précises tout à l'heure de la CTM, mais ce sont des données qui sont souvent sur un territoire ou sur un type d'acteur, mais qui ne sont pas nécessairement partagées, avec des critères communs d'analyse des pratiques qui aillent jusqu'à dire combien de pourcentages sont faits par téléphone, dans combien de cas est-ce qu'on a associé une infirmière dans le cadre d'une téléconsultation assistée, qui vont jusqu'à vraiment analyser l'intérêt pour chacun des acteurs. Voilà. Donc, il y a besoin de réfléchir vraiment à ça. Et encore une fois, les échanges croisés avec le Québec là, peuvent avoir du sens.